Bonjour, bienvenue avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. La COP28 s'ouvre à Dubaï. Objectif, inciter les pays à passer à la vitesse supérieure pour sauver la planète. Le Maroc, pionnier dans le développement des énergies renouvelables. Et enfin, les derniers développements à Gaza et ce que dévoilent les images sur le terrain. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bass Afsen, directeur du projet sur la politique climatique à l'Institute for Policy Studies. Il a écrit de nombreux articles sur la relation entre le changement climatique et la justice économique et sociale. Avant de rejoindre l'Institut, il était chercheur sur tous les aspects des sociétés privées, principalement dans le commerce de détail. Dans la seconde partie de l'épisode, nous serons rejoints par Khalil Jashan, journaliste et analyste politique d'origine palestinienne. Il est directeur exécutif d'Arab Center à Washington. Il a été professeur d'études internationales et de langue à l'université de Pepperdine. Il a également été directeur adjoint du comité arabo-américain de lutte contre la discrimination et directeur des affaires gouvernementales de la National Association of Arab Americans. Et comme à l'accoutumée avec nous sur ce plateau, notre chroniqueur George Landrith, qui dirige l'organisation Frontiers of Freedom depuis 1998. Il s'agit d'une fondation de recherche fondée par l'ancien sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue messieurs. Alors, la 28e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP28, s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Lors de cette conférence, les scientifiques ont annoncé plusieurs nouvelles. En fait, le monde se dirige vers une augmentation des températures à un rythme bien supérieur à celui prévu il y a 10 ans. Le dernier rapport annuel du Programme des Nations Unies pour l'environnement est plus qu'alarmant. L'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, a critiqué certains pays en disant, je le cite, « Le monde ne met pas en œuvre ce qu'il a promis. Nous souhaitons plus de responsabilités, plus de suivi de la part de certains pays. » Fin de citation. Il faisait ici référence à l'Occident. Mais nous en discuterons davantage après le reportage de notre correspondante, Jehan Mansour. Une avancée sans précédent a vu le jour lors de la conférence des parties sur les changements climatiques, avec la mise en œuvre du Fonds sur les pertes et dommages, qui va être un vrai test pour restaurer la confiance entre le Nord et le Sud. Il s'agit d'un nouveau mécanisme qui permettra inévitablement aux pays pauvres et à ceux en voie de développement de bénéficier d'un soutien financier qui atténuera les effets du réchauffement climatique, tels que les sécheresses, les inondations, les incendies de forêt, etc. Ces pays ne sont pas responsables de la pollution de l'environnement, mais ils paient un lourd prix. Malgré les différends exprimés par les pays riches quant à l'adaptation du travail du fonds comme source de soutien, plutôt que comme formule de compensation pour des dommages environnementaux causés par leur structure industrielle et leur consommation limitée d'énergie fossile. La conférence a réussi à décrypter le différend qui a débuté lors de la conférence de Rio de Janeiro en 1992. Les États-Unis ont accepté de soutenir le fonds à hauteur de 17 millions de dollars, à condition de parvenir à un accord avec le Congrès américain. Son Altesse royale, la princesse Lala Hasna, a dirigé la délégation du Royaume du Maroc à la COP28 à Dubaï, porteuse d'un message de Sa Majesté le Roi. Le roi Mohamed VI a appelé à une action plus efficace face à l'aggravation de la crise climatique. Sa Majesté le Roi a souligné qu'à travers une charte, l'humanité peut prouver par des actions concrètes que des objectifs ambitieux ne sont pas forcément difficiles à mettre en œuvre. Sa Majesté a également souligné que la ferme conviction du Maroc, connue pour son expérience pionnière en matière d'engagement sur les questions climatiques, s'incarne à travers plusieurs piliers stratégiques et politiques, notamment l'initiative visant à relever la contribution déterminée au niveau national à la lutte contre le changement climatique en 2021.
Enfin, après des discussions acharnées depuis les années 1990, la conférence sur les changements climatiques COP28 à Dubaï a réussi à établir une formule appliquée pour le fonds pertes et dommages. Cependant, alors que la majorité des pays pauvres estiment que la responsabilité du réchauffement climatique incombe aux pays riches, ces derniers, menés par les États-Unis, voient que le rôle du fonds et de soutenir et non de compenser les dommages. Jihan Mansour, Média TV, banlieue de Washington, D.C. Merci Jehan. Georges, quels sont les plus grands défis auxquels est confrontée cette COP28 ? De nombreux dossiers sont sur la table. Oui, tout à fait. En effet, le roi du Royaume-Uni a pris la parole en disant que la fin du monde allait bientôt se produire si nous n'agissons pas, et ce n'est pas vrai. La vérité est que nous devons être responsables face à ce monde magnifique dans lequel nous vivons. Nous devons le préserver et nous devons également nous assurer que le monde sur la voie de la croissance a le droit d'accéder aux ressources énergétiques et c'est ce qui le sortira de la pauvreté et des problèmes. Il faut donc trouver des moyens pour équilibrer ces besoins. Certaines voix des intervenants qui assistent à des conférences comme celle-ci agissent comme si tout ce qui était demandé au monde était de renoncer aux énergies, mais en réalité, ce sont eux qui voyagent tout le temps en avion et demandent aux autres d'abandonner leur voiture, de chauffer leur maison de manière responsable. Nous devons trouver des solutions stables, je veux dire des solutions permanentes et réelles pour fonctionner sur le long terme. Je pense qu'il y a de nombreuses voix dans ces groupes et certaines sont d'accord avec cette approche et je ne le nie pas. Je pense qu'il est difficile de progresser quand on a un groupe qui promeut le danger et qui ne cesse d'avertir. Bien, nous avons justement avec nous quelqu'un qui ne prend jamais l'avion. Bassaf Sen, merci d'être aujourd'hui parmi nous. Alors, le premier objectif de la COP28 est de faire une première évaluation de ce que les pays ont accompli depuis l'accord de Paris sur les changements climatiques en 2015. Un accord qui consiste à limiter le réchauffement sous la barre des 2 degrés et à tout faire pour se rapprocher de 1,5 degré. Alors, dans quelle mesure les pays sont-ils déterminés à atteindre cet objectif ? I cannot necessarily speak for every single country in the world, but one thing that was very clear from... Écoutez, je ne peux pas parler de chaque pays individuellement. Ce qui est clair dès le départ, c'est que bon nombre des plus grandes économies du monde qui contribuent le plus à la pollution de l'environnement n'avaient pas la volonté ferme d'atteindre cet objectif. C'était du volontariat plutôt. En fait, l'accord de Paris ne contenait pas d'engagement contraignant et n'imposait pas d'objectifs que les pays signataires devraient s'engager à atteindre, mais ces objectifs étaient plutôt une sorte d'ambition. De ce fait, les pays ont commencé à proposer leurs propres objectifs sur une base volontaire. C'est ce que l'on appelle une contribution déterminée par les circonstances de chaque pays. Il n'y avait pas de mécanisme de responsabilisation, mais simplement un engagement à respecter. Il est donc devenu évident que de nombreux pays signataires ne souhaitaient pas vraiment atteindre cet objectif. Alors, il s'agit d'objectifs ambitieux et cela signifie que les États devraient être tenus de s'y conformer. Depuis cet accord, on constate que l'année 2023 sera l'année la plus chaude que notre planète ait connue et que le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de phénomènes climatiques comme les tempêtes et les inondations. Le secrétaire général des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme en disant « Si nous ne changeons pas nos habitudes, les températures risquent d'augmenter de plus de 3 degrés. » Alors, comment freiner cette hausse ? Okay, I will give you the 2 to 3 minute version of this because of course entire books and scientific papers have been... Tout d'abord, je vais vous faire un résumé de ce sujet dans 1 minute, car jusqu'à présent, de nombreux ouvrages spécialisés ont été écrits, mais l'essentiel est que nous devons sortir des sources d'énergie qui polluent l'environnement avec des gaz qui augmentent la température du monde, comme le dioxyde de carbone et le méthane.
And we need that transition in every single. Nous devons inclure cette transition dans tous les secteurs qui utilisent cette énergie, y compris le secteur de la production d'électricité, les transports, le chauffage, la climatisation et les opérations de transformation industrielle, entre autres secteurs. And then there's an entire other source of greenhouse gases. Il existe ensuite une autre source de pollution environnementale qui est le secteur agricole qui émet des gaz polluants tels que l'oxyde nitrique et le méthane. Il s'agit d'un type de pollution qui diffère de l'utilisation de combustibles fossiles. La bonne nouvelle à cet égard est que les technologies qui nous permettent de réaliser cette transition existent déjà. L'énergie générée par l'énergie éolienne et solaire est moins coûteuse et plus pratique que l'utilisation de combustibles fossiles dans la plupart des pays du monde. La question qui se pose ici est la suivante. Existe-t-il une volonté politique collective? Existe-t-il un désir de fournir des investissements et de changer nos systèmes dans la mesure nécessaire et au moment requis? Il semble que nous avancions trop lentement. Vous avez évoqué le secteur agricole. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré « Environ 700 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition chronique et la moitié d'entre elles sont confrontées à l'insécurité alimentaire. » On le voit, cette crise alimentaire a été exacerbée par la hausse des températures. Alors comment le sommet sur le changement climatique peut-il également aborder la question de l'insécurité alimentaire? Two different sides to it. One is that climate change is impacting. Il y a deux aspects différents à cela. Tout d'abord, le changement climatique affecte l'agriculture, comme vous l'avez mentionné dans votre question. If temperatures rise, growing seasons change. If there is water scarcity as Cet effet est inévitable si l'on y réfléchit. Car si les températures augmentent dans le monde, les saisons de croissance agricole changent. Et si les ressources en eau se raréfient en raison du changement climatique, cela affecte négativement la production agricole et animale. Il est donc clair que si un accord mondial parvient à éviter le changement climatique, cela apportera des avantages positifs à la sécurité alimentaire. Mais il y a un autre aspect que j'ai mentionné précédemment, à savoir que le système actuel de production alimentaire est hautement destructeur pour l'environnement. Par conséquent, le système agricole doit évoluer vers des méthodes agricoles qui préservent l'environnement et cette transition doit être effectuée avec beaucoup de prudence car nous ne voulons bien sûr pas que cette transition se fasse d'une manière qui exacerbe le manque de sécurité alimentaire et rend difficile pour les personnes pauvres en particulier dans le monde de fournir la nourriture dont elles ont besoin. La bonne nouvelle est qu'une grande partie des pratiques agricoles adoptées par les communautés paysannes et autochtones des pays du Sud sont plus durables que les pratiques agricoles industrielles et par conséquent, ils pourront fournir la nourriture qui leur est nécessaire s'ils y sont autorisés. Très bien. Nous allons maintenant revenir avec vous, Bassam et Georges, sur la COP28 et aussi sur ce que fait le Maroc pour protéger l'environnement. Mais je vous propose d'abord d'écouter un extrait du discours du président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, qui a annoncé la création d'un nouveau fonds privé consacré à la lutte contre le changement climatique. اجتماعنا اليوم في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة. Notre réunion d'aujourd'hui intervient à un moment où le monde entier est confronté à de nombreux défis, dont le plus important est le changement climatique et ses répercussions qui affectent tous les aspects de la vie. دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي. Mesdames, Messieurs, chère audience, les Émirats arabes unis ont fait leurs preuves en matière d'action climatique. Au cours des dernières décennies, nous avons renforcé nos capacités en matière d'énergie propre et renouvelable et nous avons tracé la voie nationale pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.
والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de 40% d'ici 2030 et nous avons investi environ 100 milliards de dollars pour financer l'action climatique en nous concentrant sur les nouvelles énergies propres. والنظيفة. كما نعتزم باستثمار حوالي 130 مليار دولار. Nous avons également l'intention d'investir environ 130 milliards de dollars supplémentaires au cours des 7 prochaines années. عندما التزمنا باستضافة كوب 28 التزمنا أيضا بجمع العالم. Mesdames, Messieurs, chère audience, lorsque nous nous sommes engagés à accueillir la COP28, nous nous sommes également engagés à rassembler le monde afin de s'unir, de travailler, de réaliser et d'œuvrer pour accélérer la transition mondiale vers une croissance économique durable. Le financement a été depuis toujours l'un des principaux obstacles au progrès de l'action climatique mondiale. Je suis heureux d'annoncer la création d'un fonds doté de 30 milliards de dollars consacré aux solutions pour le climat. 30 مليار دولار يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم. Bassav, nous venons d'entendre la déclaration du président des Émirats arabes unis lors de la conférence à propos de ce nouveau fonds pour aider les pays pauvres à faire face aux catastrophes les plus coûteuses. Alors, qui va cotiser dans ce fonds? Nous avons entendu parler de 30 milliards de dollars. Mais qui est éligible à recevoir ces financements? Unfortunately, there is no clear answer to either of those questions. Malheureusement, il n'existe pas de réponse claire à aucune de ces questions. Lorsque la question de la création d'un fonds pour compenser les pertes a été soulevée, l'idée était alors que les pays riches, en particulier ceux qui contribuent au niveau de pollution environnementale les plus élevés, financeraient ce fonds et que les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui souffrent de grandes catastrophes climatiques auraient le droit d'obtenir ce financement. Mais malheureusement, diverses choses sont arrivées à ce fonds lors du processus de création. Premièrement, il s'est basé essentiellement sur la Banque mondiale, ce qui a fait en sorte qu'une grande partie du financement prenne la forme de prêts et non de subventions, ce qui en a fait un fardeau injuste pour les pays qui ont souffert de catastrophes environnementales, augmentant ainsi leurs dettes. On ne sait pas non plus qui sera éligible pour recevoir un financement de ce fonds. George, les économies à revenus élevés sont également sous pression pour réformer les institutions financières internationales. Et comme Bassav l'a souligné, la Banque mondiale est obligée d'investir davantage. Alors, les dirigeants à la COP28 peuvent-ils remodeler la Banque mondiale et le FMI en faveur du climat? Et est-ce que cela aurait du sens? Well, I think, as Bassav has said, it doesn't make a lot of sense because if there are countries that are suffering tremendously, Je pense, comme l'a dit Bassav, c'est incompréhensible car alors que les pays souffrent autant, leurs promesses de soutien restent vagues. I would argue that probably the best way to lift some of these developing countries and have them become developed countries. En même temps, nous pouvons dire que la meilleure façon d'aider ces pays vers le progrès est de les soutenir avec des choses telles que la technologie, une énergie abordable, tout cela pour qu'ils puissent être autosuffisants et ne pas vivre au seuil de la pauvreté et des catastrophes. Et il s'agit d'une vue globale. Permettez-moi d'évoquer maintenant le sujet du Maroc. Bassav, ce pays est confronté au stress hydrique. Il est même proche du seuil absolu de pénurie d'eau de 500 mètres cubes par habitant et par an. Ces sécheresses récurrentes constituent une menace pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays. Alors que peut offrir cette conférence de Dubaï au Maroc comme solution? If there were
Si la 28e conférence des parties sur le climat pouvait aboutir à un accord de fond, cela pourrait bien sûr profiter au Maroc et à tous les autres pays qui souffrent d'obstacles similaires dus au changement climatique. Franchement, je ne suis pas optimiste quant au fait que la COP28 aboutira réellement à quelque chose de substantiel. About anything really meaningful emerging from COP28. Le Maroc a mis en œuvre plusieurs stratégies pour relever le défi climatique. Il s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et assurer un avenir durable aux générations futures. Alors, comment évaluez-vous cette approche face au changement climatique? Look, as I've said before, no country in the world is perfect. And having looked at Morocco's climate plans, I cannot say that it is perfect. Comme je l'ai dit, aucun pays au monde n'atteint le point de perfection. En regardant les chantiers du Maroc, je trouve vraiment impressionnant qu'un pays qui n'a pas un revenu national élevé, ni une technologie avancée comme les États-Unis, l'Allemagne ou la Chine, est capable d'atteindre cet objectif dans la lutte contre le changement climatique mieux que nombre de pays aux revenus nationaux plus élevés. À titre d'exemple, le Maroc prévoit que la moitié de ses ressources énergétiques proviendront d'énergies renouvelables d'ici 2050. Et son ambition de développer l'énergie solaire et éolienne est impressionnante. En outre, l'ambition du Maroc en matière de réduction de la pollution environnementale dépasse objectivement celle des États-Unis, ce qui suscite en fait une grande admiration. Cependant, il y a certaines choses qui me préoccupent. D'abord, la volonté du Maroc de devenir une source d'hydrogène. Et vous venez de mentionner qu'il souffre d'une pénurie d'eau. Cette volonté me semble contre-productive. Car le fait de produire l'hydrogène à travers l'eau pour l'utiliser comme énergie dans un pays en pénurie d'eau est une source d'inquiétude. Turn water into hydrogen for energy in a place where there's scarce water to begin with. George, le leadership éclairé de Sa Majesté le roi Mohammed VI est impressionnant. Dans son discours au sommet mondial sur l'action climatique à Dubaï, le roi a renouvelé l'engagement du pays à contribuer à atténuer la crise climatique et à poursuivre une politique de développement durable. Permettez-moi de vous citer un extrait de ce discours royal. Tout comme le changement climatique s'amplifie inexorablement, les COP doivent, depuis ici et dès maintenant, sortir de la logique des petits pas qui la caractérise depuis trop longtemps. Fin de citation. Alors Georges, quelle est l'importance de cet appel royal adressé aux dirigeants de la planète à l'occasion de ce sommet? Well, I think first we have to step back and look at the bigger picture, which is that King Mohammed VI. Il faut d'abord considérer la question de façon plus large. Le roi Mohammed VI jouait d'une grande crédibilité au niveau international pour sa sagesse. Je vois les choses merveilleuses qu'il a accomplies dans son pays pour promouvoir et consolider le progrès économique et améliorer le niveau de vie de ses citoyens. Compte tenu de tout cela, je pense que lorsqu'il parle de solutions permanentes, il veut dire des solutions applicables, pas nécessairement celles évoquées par le roi Charles, qui a fait des prédictions catastrophiques qui ne sont pas produites et je ne crois pas qu'elles se produiront. Il y a donc une sorte de pensée pragmatique dans la vision du roi Mohammed VI et sa volonté d'améliorer le niveau de vie, non seulement des Marocains, mais des gens à travers le monde. L'exemple would be improve the lives of not only his own citizens, but see there be more plenty around the globe. Et il y a des différences. Yeah, very different. I would agree with that totally. I mean, if you gave me on a card 2 sheets of. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Si on me présentait les deux visions, je présenterais avec attention celle du roi Mohammed VI, car il parle de sujets très raisonnables et se distingue par sa sagesse, contrairement aux autres. Distinction. On the other side, not so much. Bassa, although Africa is responsible for less than 5% Bassa, bien que l'Afrique soit responsable de moins de 5% des émissions mondiales, le continent est touché de manière disproportionnée par les impacts négatifs du changement climatique. Alors, quelles sont les attentes de l'Afrique par rapport à cette COP28?
I would argue there is sometimes a divergence between. D'après mon observation, je peux dire qu'il existe parfois un décalage entre l'action gouvernementale et les objectifs de la société civile dans ces pays, car de larges secteurs de la société civile en Afrique sont largement unis pour exiger une action plus ambitieuse pour remédier aux lacunes caractérisant de manière unique le continent africain, comme la pénurie généralisée d'eau et le problème de l'insécurité alimentaire, qui rassemble le mouvement de conservation de l'environnement avec d'autres courants de la société civile tels que les mouvements ouvriers, les mouvements de femmes et les mouvements de jeunesse. Workers' movements, women's movements, youth movements, etc. Cependant, je ne dirais pas que tous les gouvernements africains sont nécessairement unis sur cette question. Parfois, les gouvernements font des déclarations verbales qui sont cohérentes avec ces demandes, mais dans la pratique, l'agenda gouvernemental s'écarte des objectifs de la société civile. Merci Bassav pour cet éclairage très enrichissant. Georges, je reviens vers vous dans un instant, mais nous allons d'abord faire une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Alors dans cette seconde partie, nous discuterons de l'évolution de la situation à Gaza dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Nous avons avec nous le directeur exécutif d'Arab Center à Washington, Khalid Jashan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Israël et le Hamas ont repris les combats après une semaine de trêve. Les bombardements aériens et tirs d'artillerie israéliens ont repris. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a accusé le Hamas d'avoir rompu cette trêve. Il a appelé à un deuxième arrêt des combats. Anthony Blinken a-t-il raison, à votre avis, dans son évaluation? Absolutely not. Having dealt with him, met with him a couple times since the beginning of the crisis and with many others. Sa position n'est certainement pas fondée, car d'après mes discussions avec lui, puisque je l'ai rencontré à 2 reprises depuis le début de la crise, et j'ai rencontré de nombreux responsables américains à la Maison-Blanche et au département d'État américain, je pense qu'ils n'ont pas correctement déterminé l'origine du problème, mais en fait, ils n'ont pas pris la bonne décision. But number one, let me say this. Il est vrai qu'il n'y a pas de noir et de blanc dans le monde de la politique, en particulier dans les relations internationales. Et c'est pourquoi certains aspects de la politique ont émergé. Permettez-moi d'abord de dire que la plus grande erreur commise par l'administration Biden en pleine crise est de supposer que l'histoire du conflit israélo-arabe a commencé le 7 octobre et que rien ne s'est produit auparavant. Nous parlons de 75 ans de conflit sur la terre de Palestine et 74% de la population de Gaza sont des réfugiés à la suite de la Nakba de 1948. Ils ne se voient donc pas comme l'administration américaine les voit. Il y eut une occupation israélienne qui a duré 56 ans depuis 1967 et il y a eu également 15 à 16 ans de siège israélien de la bande de Gaza après le retrait d'Israël en raison de son incapacité à gérer la bande de Gaza. Et je suis certain qu'il ne sera pas en mesure de gérer la bande de Gaza de manière permanente à l'avenir. Israël avait auparavant fui Gaza, mais il a imposé un siège étouffant sur la bande, d'une manière qui a amené Gaza à être décrite comme la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde. Ainsi, le problème avec l'administration Biden est qu'elle a supprimé ou ignoré toute cette histoire. Elle a traité le problème comme s'il était survenu de nulle part le 7 octobre. Son interaction semblait donc quelque peu confuse. Non seulement les Palestiniens ont payé un prix quotidien qui équivaut à la mort de 16 000 Palestiniens et à des dizaines de milliers de blessés, en plus des destructions massives à Gaza, mais la crédibilité des États-Unis a également souffert. It has suffered, yes. And the Israeli military published a map that divided the Gaza Strip into. L'armée israélienne a publié une carte interactive qui divise le sud de la bande de Gaza en centaines de petites zones qu'elle utilise pour notifier aux Palestiniens les zones de combat. Elle demande aux habitants vivant dans des secteurs spécifiques d'évacuer lors de son offensive terrestre au lieu d'appeler à une évacuation massive comme cela a été le cas dans le nord de la bande de Gaza. Alors cela sauvera-t-il des vies comme le prétend Israël ?
Israel, of course, is using it in its own propaganda. Bien entendu, Israël utilise cela dans le cadre de sa propagande pour détourner les critiques selon lesquelles il cible les civils et ne leur fournit pas une protection adéquate, y compris les critiques de son plus grand partisan et allié, le président des États-Unis. Par conséquent, Israël a adopté une position défensive face à ces critiques. Mais la vérité est que si vous regardez les faits du point de vue américain, jusqu'à présent, 1 800 000 Palestiniens sur une population de 2 300 000 citoyens de Gaza ont été forcés de quitter leur foyer et de migrer vers une autre partie de la bande de Gaza. Imaginons que la population des États-Unis soit de 248 millions d'habitants, qu'ils soient poussés hors de leur foyer du nord et du centre du pays vers 5 États du sud pour faciliter l'occupation par le Canada des foyers des Américains évacués. C'est exactement ce qui arrive aux citoyens de Gaza. Après cela, Israël publie cette carte complexe que les habitants ne peuvent même pas voir sur Internet en raison des pannes d'électricité et de communication. J'ai des membres de la famille qui résident à Gaza et je leur parle lorsqu'il y a une possibilité d'appel téléphonique pendant quelques minutes, 1 à 2 fois par semaine. La carte ne signifie rien pour eux. Alors, où vont-ils se déplacer? Imaginez simplement 2 800 000 citoyens situés dans une zone inférieure à la moitié de la taille de Washington, D.C. C'est vraiment tragique. Où se cachent-ils? Certains membres de ma famille chrétienne se cachent dans 2 églises, après avoir divisé la famille en 2 parties en prévision de la possibilité que quelqu'un soit tué dans les bombardements israéliens, car l'église a été bombardée il y a des semaines et 17 personnes ont été tuées. Leurs maisons et leurs voitures ont été détruites et leurs biens ont été pillés. De plus, Israël leur dit « Déplacez-vous en vous protégeant et en suivant les instructions ». Maintenant, qu'est-ce qu'Israël a annoncé? Le nord et le sud seront bombardés de la même manière. Alors, quelle est la différence? Pourquoi Israël a-t-il poussé la population vers le sud et lui a-t-il dit que la protection serait meilleure, alors qu'aujourd'hui, elle ne bénéficie pas de la meilleure protection et que les dirigeants militaires israéliens continuent de dire que toutes les régions au sein de la bande de Gaza sont devenues des cibles? Par conséquent, aucun Palestinien à Gaza ne devrait supposer qu'il se trouve dans un endroit sûr, quel que soit son emplacement, dans la bande. Khalil Jashan, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, a déclaré ce qui suit. La reprise des combats a ramené l'enfer sur terre à Gaza et les Nations Unies indiquent que les urgences humanitaires s'aggravent. Fin de citation. Alors, l'inaction de la communauté internationale, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-elle aggravé la situation dans la bande de Gaza? On the humanitarian basis, yes. On the military basis, there are no surprises. There is no symmetry here between a superpower like Israel. Sur le plan humanitaire, oui, mais il n'y a pas de surprise sur le plan militaire, car il n'y a aucune similitude entre une grande puissance militaire comme Israël, qui est une puissance nucléaire, et les capacités dont elle dispose non seulement pour détruire Gaza, mais aussi pour détruire tant de pays arabes dont les armées comptent jusqu'à 2 millions de soldats. Israël l'a fait lors de guerres précédentes. Il n'y a donc aucune surprise dans sa capacité à vaincre le Hamas ou d'autres dans une petite zone comme Gaza. Mais sur le plan humanitaire, Israël a tué 700 civils palestiniens le lendemain de la reprise des combats. Cela équivaut à tuer 100 300 citoyens américains en 24 heures. Regardez ce qui nous est arrivé sur le plan psychologique et sécuritaire après les attentats du 11 septembre. Nous avons perdu moins de 2000 Américains. Alors imaginez si nous perdions 100 300 civils américains. Cela équivaut aux pertes civiles à Gaza en une seule journée. Il ne s'agit pas d'un combat entre Israël et le Hamas, mais plutôt d'une guerre de vengeance lancée par Israël contre le peuple palestinien et les civils palestiniens. George Landreth, let's go to you. The resumption of the war, it threatens to compound. Je me tourne à présent vers vous, Georges. La reprise des combats exacerbe les souffrances à Gaza, a déclaré Khalil. Environ 2 millions de personnes sont entassées dans le sud, dans une zone de plus en plus restreinte, et ils ne peuvent pas entrer en Égypte. Il semble que cela conduira encore plus de chaos à court terme. I think you're probably right. I can't imagine that it's going to lead to really positive results. War is almost always messy. It's very hard to do it kind of
Je pense que vous avez raison et je doute que ces conditions conduisent à des résultats positifs. Les guerres sont toujours destructrices et il est difficile de les mener de manière sélective ou avec des attaques ciblées car cela est impossible. Je pense que nous devons croire en ce fait. J'ai récemment assisté à un dîner qui rassemble toutes les religions célestes, musulmans, juifs et chrétiens, et nous souhaitions tous la paix au sein du Moyen-Orient pour plusieurs raisons. En tant que chrétien, je considère cette période de l'année comme une période spirituelle qui appelle à la paix. Mais le problème, bien entendu, est que la paix nécessite le consentement des deux parties. Il ne suffit pas d'avoir la volonté d'un seul parti. Si le Hamas accepte la paix, l'Israël doit également l'accepter et vice-versa. À mon avis, la question est compliquée parce que les membres du Hamas ont déclaré qu'ils répéteraient encore et encore les événements du 7 octobre. Les deux parties doivent s'asseoir et s'entendre sur la paix. Qui ne voudrait pas la paix en voyant les gens souffrir cette situation qui persiste toujours? I think it'd be very helpful if both sides could sit down and agree to peace. You know, who could not be for peace? Because there's a lot of people that will suffer if this goes on and on and on. Je pense que Georges a mis le doigt sur un problème fondamental qui est l'absence de paix. En tant qu'étudiant qui a étudié le conflit et enseigné la même branche à ses étudiants pendant de nombreuses années, je crois que l'absence de paix est l'élément qui déclenche ces événements que nous voyons. Nous avons déjà vu ces scénarios à de nombreuses reprises et malheureusement, chaque camp prétend vouloir la paix. Le problème est que les efforts de paix ont longtemps été absents de la scène, puisque les derniers efforts visant à établir la paix remontent au début des années 1990 et n'ont abouti à aucun résultat tangible. Il existe un grand cimetière contenant les restes militants pacifistes dans la région du Moyen-Orient. Par conséquent, la question qui reste toujours sans réponse est la suivante. Pourquoi avons-nous échoué si horriblement dans le passé? La moitié des tentatives d'établissement de la paix sont restées des initiatives américaines entreprises par chaque administration américaine. Clinton, Bush, Obama, Trump et aujourd'hui Biden se sont succédés et la situation reste la même. Même avec ce qui est nécessaire pour établir la paix, personne ne manifeste la volonté de remettre en cause le statu quo et de cesser de laisser les deux parties travailler avec leurs propres outils, comme l'a dit Georges, car les deux parties ne pourront pas signer seuls le traité de paix. Il faut donc un médiateur pour les pousser dans ce sens. Il doit être un médiateur capable et volontaire. La seule partie au monde capable de le faire sont les États-Unis, mais ils ne sont pas disposés, ni politiquement, ni moralement, à pousser Israël en particulier, car Israël ne voit aucune incitation à progresser vers la paix. Alors, le but à terme est de savoir comment construire une paix durable. Mais on en est loin aujourd'hui avec cette reprise des combats, tous ces otages israéliens et ces milliers de prisonniers palestiniens. Alors pourrait-il y avoir une nouvelle interruption des combats pour faire place à une sorte de pourparlers? Voyez-vous une possibilité que cela se produise bientôt? It could happen. I'm very close to the parties that are mediating this conflict, so I'm privy to both the successes thus far. Cela peut arriver. Je suis très proche des parties qui gèrent actuellement ce conflit. C'est pourquoi je suis conscient à la fois des succès obtenus jusqu'à présent et des défis qui existent encore et qui empêchent tout progrès au cours des derniers jours. Malheureusement, les parties sont revenues aux violences qui ont précédé la trêve. Il faut faire de sérieux efforts pour pousser les deux parties, comme je l'ai dit, et ne pas les abandonner. Il s'agit d'un conflit de longue date et étroitement lié qui a duré toute ma vie. Je suis né le premier jour de ce conflit il y a 75 ans et il n'a pas encore été résolu. Il faut donc faire de sérieux efforts et non pas seulement des déclarations. So there has to be some serious efforts, not lip service, George, let's go to what Khalil said about the US. Georges, revenons à ce que Khalil a dit, à savoir que les États-Unis sont le seul pays capable de négocier. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas cette motivation. Alors, que pourrait-il faire politiquement dans cette perspective de retour au dialogue? That's an interesting question because I think it's complex because
I'm a big believer in peace through strength, and I feel like this administration has done a lot to diminish the reputation and strength of the United States across the globe. Ceci est une question importante. Je pense que c'est compliqué. Cependant, je crois énormément en la paix et je pense que cette administration a diminué la réputation des États-Unis dans le monde et par conséquent, nous sommes moins capables de jouer le rôle de médiateur aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'il existe d'autres options. Je crois plutôt qu'il existe des pays capables de jouer un rôle positif et le Maroc a l'habitude de le faire. Je ne considère pas l'Iran, par exemple, comme un artisan de la paix parce qu'il a été à l'origine de la guerre, mais en regardant le Maroc, on constate qu'il a la crédibilité d'œuvrer pour la paix et la prospérité. Le Maroc est doté d'une longue histoire de travail en faveur de solutions à long terme et Mohamed VI s'est également attaché à une vision sage des questions à travers des solutions permanentes et des solutions qui fonctionnent sur le long terme et non des solutions disparates pour un jour ou pour le bien des relations publiques. Je suis optimiste, mais nous ne devons pas compter sur l'administration Biden pour trouver une solution. We'll see if that happens, but I'm optimistic that it's not. We don't have to trust that the Biden administration will solve this. And another challenge, Khalil, is Khalil, l'autre problème est que Benjamin Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises que la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, à savoir récupérer les otages et éliminer le Hamas pour s'assurer que Gaza ne soit plus une menace. Alors, Benjamin Netanyahou ne cesse d'utiliser des déclarations et des expressions belliqueuses, telles que la destruction et le déracinement. Il est la dernière personne autorisée à parler de ça. Comment ces objectifs peuvent-ils être atteints alors même que les États-Unis sont fragilisés par l'inaction de l'administration Biden et qu'Israël est dirigé par un Premier ministre qui crée autour de lui beaucoup de polarisation? Well, Netanyahu is definitely, I think, impossible. No one, even his own wife, probably doesn't. Je pense que Netanyahou est vraiment la dernière personne à vouloir faire la paix. Personne, pas même sa femme, ne peut s'attendre à ce que celui qui apportera la paix en Israël soit Netanyahou, puisque son bilan, comme je l'ai dit, est de 16 ans en tant que Premier ministre et plusieurs années auparavant en tant que jeune diplomate à Washington. D'ailleurs, j'avais une dispute avec lui à l'ambassade d'Israël lorsqu'il était ambassadeur adjoint puis ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'il ne croit pas à la possibilité de parvenir à un règlement du conflit par la négociation. Et aujourd'hui encore, il demande au peuple israélien de le maintenir au pouvoir pour éviter d'aller en prison, étant donné qu'il fait face à de graves accusations judiciaires. Il ne cesse de dire aux Israéliens qu'il est le seul Premier ministre apte à empêcher la création d'un État palestinien. Nous savons tous, au fil des années, que plus de 76 tentatives ont été avancées pour établir la paix au Moyen-Orient. Nous savons également logiquement que nous devons commencer par l'idée d'une solution à deux États et par la création d'un État palestinien indépendant qui ne soit pas soumis au contrôle d'Israël, mais qui vivrait plutôt côte à côte avec Israël. Cela doit se faire par le biais de négociations appropriées. Mais les membres du parti de Netanyahou eux-mêmes sont des personnages historiques, tels que Menahem Begin et Yitzhak Shamir, dont Netanyahou était un petit partisan et ils l'ont décrit comme un menteur qu'on ne peut pas croire. Même son parti s'en rend compte. C'est pourquoi il a eu recours à une alliance de l'extrême droite qui l'a poussé de plus en plus vers l'extrémisme. Il lui a fallu plusieurs votes pour obtenir la majorité. Israël n'a jamais vu un parti politique capable de gouverner tout seul. L'État d'Israël a toujours connu des gouvernements de coalition. Mais la coalition actuelle paralyse le mouvement de l'État tout entier. Parlons d'une idée qui revient dans le débat, celle de placer Gaza sous la direction de l'autorité palestinienne. Certains responsables américains ont douté de la capacité de l'autorité palestinienne à gouverner Gaza après la guerre, car elle est accusée de corruption et de mauvaise gestion. D'ailleurs, les sondages d'opinion indiquent que la confiance des Palestiniens à son égard est très faible. Alors, que pensez-vous de tout cela? My thoughts are very simple. Essentially, it is doable, but like I said, it needs political will and it needs moral will. Otherwise, we will be stuck in the same predicament. First,
Mes idées sont très simples. Ce qui est proposé est possible, mais cela nécessite une réelle volonté politique et morale. Sans cette volonté, nous resterons coincés dans ce problème. Premièrement, si nous avons appris quelque chose au cours des 75 dernières années de conflit, c'est que nous ne devons pas recourir au diktat. Tout comme les Palestiniens ne devraient pas dicter à Israël qui les gouverne, Israël ne devrait pas dicter aux Palestiniens qui les gouvernent. De plus, les États-Unis, en tant que leader du monde démocratique, ne devraient pas dicter leurs lois au peuple palestinien, ce qui nous laisse face à un choix fondamental qui est étrange à la plupart des gens de nos jours, pour une raison ou une autre, à savoir les élections. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Par exemple, actuellement, au lieu de choisir une alternative, comme choisir la Jordanie pour prendre la responsabilité de Gaza, ou choisir le Maroc ou l'Égypte, tous ces pays ne le pourront pas, car Gaza n'est pas leur pays. Cela équivaut à inviter la Belgique à diriger les affaires des États-Unis, puisque nous, au Congrès, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur un leader majoritaire. Nous ne pouvons donc pas dicter. Les gens doivent avoir la possibilité de choisir pour maintenir la stabilité et la continuité. Qu'en est-il de l'idée d'organiser des élections démocratiques, puisqu'il existe un président palestinien que certains responsables de l'administration américaine sont censés considérer comme un bon ami, mais qui, je crois, a franchement épuisé ses compétences politiques? Je suggère qu'ils prennent l'initiative de démissionner d'ici 1 an et demi et qu'ils permettent à la commission électorale palestinienne de planifier la tenue d'élections sous la supervision des Nations Unies et des États-Unis afin que chaque électeur palestinien puisse voter et connaître les résultats de ces élections. Nous rappelons ici que les États-Unis n'ont pas respecté les résultats des élections palestiniennes parce que le Hamas les a remportés. Si les élections se déroulent démocratiquement, il est possible qu'un autre Hamas émerge à la lumière des prochaines élections, car le Hamas est un mouvement hybride avec une branche armée que l'Occident a décrit comme une organisation terroriste. Mais son aile politique veut exercer le pouvoir et si on l'en empêche, ils prendront les armes et se battront. Cela n'a jamais été testé auparavant et je pense que le défi auquel nous sommes confrontés est qu'il existe des voies innovantes pour avancer et la question encore une fois est qu'il doit y avoir une volonté politique et morale. So let's move this forward that we do achieve some peace. Netanyahu gets some of his goals accomplished. Il nous faut aller de l'avant pour relancer le processus de paix à Gaza. Et il faudrait certainement de nouvelles élections. La solution à 2 États n'est-elle qu'un slogan ou y a-t-il encore une chance si du côté israélien il y avait une nouvelle administration? Comment cela pourrait-il arriver? C'est une bonne idée qui a malheureusement été sortie de son contexte et qui n'a pas progressé. Il s'agit aujourd'hui d'une idée morte et la question est de savoir comment la faire revivre, s'il existe une option disponible qui pourrait réussir cette fois-ci. Cela n'a pas réussi du premier coup et il y a des raisons objectives et des raisons soumises à des opinions personnelles derrière son échec précédent. Il y a également beaucoup de reproches qui peuvent être échangés, mais cela ne veut pas dire que c'est toujours une mauvaise idée. Je pense que c'est une idée morte actuellement parce que nous l'avons ignorée après son introduction au début des années 1990 et cela semblait un peu difficile à l'époque. Puis Trump est venu affirmer qu'en fin de compte, il devait y avoir une entité palestinienne et que la solution à 2 États serait la solution à long terme. Nous voyons aujourd'hui l'administration Biden dire que la solution à 2 États est la solution adéquate et qu'une fois la guerre terminée, nous reviendrons à la solution à 2 États. Mais ceux qui ont observé des initiatives et des processus politiques comme ceux-ci dans le passé, ayant participé, sont pleinement conscients qu'il a fallu 2 ou 3 ans pour se lancer dans les premières étapes de la mise en œuvre de cette idée. Et c'est ce dont l'administration américaine aura besoin. De ce fait, la nouvelle administration doit rapidement commencer à travailler, car c'est au cours de la première année de la présidence à Washington que le président trace les caractéristiques du chemin et lorsque la situation se stabilise, il commence à discuter des idées. Le travail sérieux commence généralement au cours de la 3e année et la 4e année se caractérise par la préparation d'un 2e mandat présidentiel. Il est trop tard pour l'administration actuelle et par conséquent, soit nous attendons la nouvelle administration, soit si l'administration Biden remporte un 2e mandat,
Il doit rapidement entamer la solution à 2 États. D'ailleurs, Biden l'avait réclamé pendant sa campagne électorale, mais il n'a pas réussi à mettre en œuvre ce qu'il avait promis. So, George, do we think that George, pensez-vous que cette fois-ci pourrait être la dernière? Les élections présidentielles américaines approchent et le président Biden, en plus de sa campagne électorale, doit faire face à 2 guerres en Ukraine et à Gaza. Et comme nous le savons, il est aujourd'hui âgé. Alors pensez-vous qu'il est capable de gérer tous ces fronts en même temps? Je pense que la plupart des Américains sont pessimistes quant à la capacité de Biden à gérer tout cela, car il a en effet compliqué les choses au cours de son mandat présidentiel. Maintenant, cela sera plus difficile parce que de nombreuses solutions passent par le renforcement de la crédibilité auprès des 2 parties au conflit et par conséquent la confiance en elle. Je me demande qui dès aujourd'hui qu'il fait confiance à cette administration pour agir correctement. Actuellement, tout le monde a perdu confiance en lui. En regardant les sondages aux États-Unis, vous trouverez des gens qui soutiennent les Palestiniens et d'autres qui soutiennent les Israéliens. Et tous les deux sont en colère contre Biden, non pas parce qu'il a fait ce qu'il a promu pour la paix, mais plutôt le contraire. C'est vraiment désolant. Alors en 1 minute, Khalil, si vous vous trouviez au Qatar pour négocier et que vous deviez adresser un message aux États-Unis, à Israël et aux Palestiniens, que leur diriez-vous? Je pense que le message sera très simple. Israël ne peut pas sécuriser définitivement ses terres en tuant et en opprimant les Palestiniens et en les privant de leur droit légitime à l'autodétermination. S'il veut rester dans la région, il devra négocier la coexistence avec les Palestiniens pour devenir en sécurité sans recourir à des demandes extrêmes et à des concessions exagérées et parvenir à un compromis avec les Palestiniens. Thank you very much for being with us on this episode of Al Maghrib. In Washington, I'd like to thank our guests. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à vous pour votre attention. Merci également à nos invités, Passa Afsen et Jalil Jashan, ainsi qu'à notre chroniqueur Georges Lindrit, à notre correspondante Jian Mansour et à toute l'équipe de réalisation et de production. Je vous dis à très bientôt. In Washington.